Chers membres de la communauté, merci, on se retrouve encore aujourd'hui, comme toujours, pour analyser les questions d'actualité. Vous savez, en tout cas aujourd'hui, nous allons commencer à dire, dès le début de notre émission, le pays va mal. Notre pays va mal parce que l'insécurité est toujours là. Le pays va mal parce que nous avons perdu beaucoup de nos frères et sœurs. Le pays va mal parce que l'envahisseur ne nous lâche pas. Ici, nous citons le Rwanda. Le pays va mal parce qu'on aurait l'impression qu'il y a un complot contre la République démocratique du Congo. Le pays va mal parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de sanctions de la part de la fameuse communauté internationale. Tout le monde se limite à des condamnations. Le pays va mal parce que notre démocratie aujourd'hui est bousculée. Le pays va mal parce que le regard du monde, aujourd'hui, c'est sur ce qui se passe au Congo. Et que pensent effectivement les Congolais? Que font les Congolais? Quel effort fournissent les Congolais? En tout cas, merci des interpellations au début. À chaque émission, nous allons commencer à faire ainsi. On se retrouve encore aujourd'hui pour analyser d'autres questions. La première question d'analyse aujourd'hui, c'est la position que vient de prendre aujourd'hui la Cour pénale internationale, la CPI en abrégé. La CPI a lancé un appel à témoins sur les violences commises à Goma et dans la région. Est-ce que ça a salué? Nous allons dégager une lecture. Hier, à Genève, en Suisse alors, les organisations des droits de l'homme, l'ONU et d'autres personnalités, sur multiples demandes de la République démocratique du Congo, se sont rencontrés pour apprécier la question des crimes en RDC, comment recouper les faits et comment envisager des poursuites contre les responsables. Ici, à Kinshasa, il y a un mandat d'arrêt international émis par le parquet militaire contre Corneille Nangaa. Nous allons nous poser la question, ça peut produire quel effet? Encore que, pas longtemps, on parlait ici de la vente en public de ces biens et finalement il n'y a pas eu acheteur visiblement et ces biens ont été affectés directement au ministère de la Justice. Il y a un propos qui m'a poussé, moi Pascal, à pouvoir dégager des analyses, nous allons l'analyser ensemble avec vous, du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Et ces propos m'ont interpellé. Lorsqu'il explique la situation des affrontements entre nos militaires et ses agresseurs vers le Sud Kivu, et il a identifié là où il y a affrontement. Il a démontré que c'est à la porte, bien entendu, de Bukavu. Mais son attitude, les expressions qu'il a articulées, nous allons les analyser ensemble pour qu'on ait une lecture commune. Il y a Jean-Jacques Wondo. C'est un expert en question de sécurité qui a été arrêté dans le dossier des tentatives de renversement du pouvoir que nous avions vu les gens prendre les armes jusqu'au palais de la nation. Et finalement, c'est l'Union européenne. Finalement, c'est la Belgique qui vont appeler à sa libération après qu'il ait été condamné à la mort. Et en fait, compte, la République démocratique du Congo, visiblement, s'est inclinée parce que, aussi, il faut le dire, il était malade. Je ne crois pas que ce soit la raison pour qu'il quitte le pays, qu'il soit libéré. Et voilà, il a été libéré
Il se retrouve aujourd'hui à Bruxelles et nous allons suivre son propos. Aussi, le président de la République, depuis hier, il a pris une ordonnance nommant son nouveau conseiller spécial en matière de sécurité. L'ancien est parti, mais la curiosité, c'est juste après qu'il ait auditionné le responsable de la maison militaire du chef de l'État, et voilà, quelques temps après, il est parti. Est-ce que c'est ça la motivation ou les raisons sont ailleurs? En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs, restons ici, réfléchissons, merci. Vos messages d'hier, nous avions lu message par message, comme toujours d'ailleurs, et pour ça, nous vous encourageons. Nous devons continuer comme ça, chacun doit participer, en tout cas, à la construction de cette nation, afin qu'à travers ce que nous faisons, les décideurs puissent quand même, en tout cas, avoir certaines idées de ce que pense la population sur ce qu'il faut pour le pays. En tout cas, merci. La première question. La Cour pénale internationale, la CPI, vient de lancer un appel à témoins sur les violences commises à Goma et dans la région. Selon plusieurs agences de l'ONU, au moins 2000 personnes tuées ont été enterrées. 900 autres, jusqu'à ce jour, sont dans des morgues de Goma. Et un bon nombre d'autres personnes tuées, nombre indéterminé bien entendu, des cadavres alors jonchent encore certaines rues de la ville de Goma. Ici, c'est la Cour pénale internationale. Je pense que à la première lecture, nous ne pouvons que nous réjouir. Nous avons dit au numéro précédent qu'il était temps pour la République démocratique du Congo de collecter les preuves et maintenant de déposer des plaintes à la Cour pénale internationale. Parce qu'à cet instant, les preuves parlent encore. Il ne faut pas laisser le temps pour qu'on efface certaines traces. Et c'est à cet instant des choses, à cet instant des temps, surtout que, et comme nous vous avons dit ici, vous avez suivi, nous l'avons dit aussi la fois passée, ces chiffres des morts sont avancés par l'ONU, les agences de l'ONU. Donc c'est plus crédible. Et il sera difficile que les gens trouvent des échappatoires pour se justifier autrement. Voilà pourquoi nous avons insisté que nous devrions maintenant, en tout cas, pousser pour que cela soit fait. Nous avons expliqué aussi, oui, le Rwanda n'a jamais ratifié les traités de Rome. Mais la République démocratique du Congo a ratifié les traités de Rome. L'ONU, tout le monde a constaté à Goma qu'il y a eu un renfort des militaires, et d'ailleurs même le rapport également des groupes d'experts des Nations Unies, avant que ce renfort de Goma ne soit fait, des Rwandais bien entendu, mais bien avant, il y avait beaucoup de Rwandais qui étaient sur le sol congolais. Additionné avec ce renfort, c'est les Rwandais qui ont massacré, nous avons dit, les Congolais. Donc ils ont ciblé une communauté, et pour nous, il s'agit du génocide. Alors maintenant, tout le monde est convaincu de ce qui s'est passé. Maintenant, la Cour pénale internationale aussi saisie. Nous devons savoir en profiter. On ne dira pas que le Rwanda, comme il n'a pas ratifié les traités de Rome, donc il ne peut pas être jugé par la Cour pénale internationale. Nous disons non, et c'est faux. Simplement, il y a un cas d'Israël, nous vous avons expliqué la fois passée, où nous avons vu, même l'Afrique du Sud et les autres ont saisi la Cour pénale internationale et s'est déclarée compétente. Mais l'inquiétude, c'est sur cette question de plus fort au monde aujourd'hui. À un certain moment,
Non seulement l'ONU comme conseil, mais aussi ONU comme agence, incapable, bien qu'on ait parlé de l'Israël, mais les autorités israéliennes sont là, très libres. Mais le cas de la République démocratique du Congo, les responsables sont facilement identifiés. Vous devez citer Paul Kagame clairement parce que ces militaires ne se déplaceraient pas jusqu'en République démocratique du Congo sans l'aval du président rwandais. Et nous les suivons à travers ce point de vue toujours. Le président de l'AFC, Corneille Nangaa, ne peut pas être épargné. Et nous suivons ces différents discours. Le responsable de M23 ne peut pas être épargné. Nous ne saurons pas anticiper, mais à travers l'analyse, il faudrait que chaque Congolais comprenne que c'est cela la vérité. Et les enquêtes qui auront lieu devront maintenant identifier les vrais responsables que de nous produire un procès bidon bâclé. La Cour pénale internationale. Il y a eu en réalité, effectivement, et d'ailleurs, c'est effrayant lorsqu'on a de tels nombres. Il y a eu des crimes contre l'humanité et crimes de guerre. C'est la compétence totale de la Cour pénale internationale. Il n'y a pas de débat. Mais cela n'empêche pas que notre justice aussi fasse son travail tout en attendant. La Cour pénale internationale, peut-être que de ce qu'il aura récolté comme fait, peut les présenter à la Cour pénale internationale. Nous voulons que cela soit fait et on attend. Le mercredi hier, à Genève, sur plusieurs appels des responsables de la République démocratique du Congo, une session a été organisée. Il y a eu les organisations des droits de l'homme. Il y a eu quelques agences de l'ONU et d'autres personnalités qui œuvrent dans le secteur de la sécurité ont répondu présent et ils ont réfléchi, discuté sur les éventuels recoupements des faits afin d'envisager des poursuites contre les responsables des crimes commis à Goma et que nous avons déjà qualifiés ici des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et nous pensons qu'ils vont travailler maintenant en intelligence afin d'aider l'ONU, enfin qu'est-ce que je dis? Bien entendu, afin d'aider la Cour pénale internationale qui n'aura pas de difficulté à avoir les éléments encore que ce soit le groupe des experts des Nations Unies, que ce soit la MONUSCO sur terrain, a déjà facilité la Cour pénale internationale avec des éléments qui démontrent, qui accablent clairement les responsables qui sont aussi à notre niveau identifiés, qu'on peut facilement mener des enquêtes et organiser des procès contre ces responsables. Nous, on attend. On attend. Il y a un autre mandat contre Corneille Nangaa. Le mandat d'arrêt international émis par le parquet militaire est contre le président de l'AFC. Le fait d'abord d'avoir pris les armes contre le pays. Je veux ouvrir une brèche, une parenthèse, je vais dire. Moi, j'ai suivi Corneille Nangaa justifier sa prise de armes par l'article 64 de la Constitution, qui appelle à tout Congolais de faire échec à un pouvoir, ainsi de suite. Mais non, s'il vous plaît, cette disposition n'a pas comme esprit la prise des armes. La disposition donne pouvoir pour des voies ou à travers les voies démocratiques de s'opposer à un pouvoir qui va aussi au-delà de principes démocratiques. Ça veut dire à travers de marches, de protestations, vous pouvez vous opposer à un pouvoir
qui va au-delà aussi des principes démocratiques. Mais l'article n'autorise pas un Congolais de prendre les armes. Lorsqu'un Congolais prend les armes, il trahit son pays. Pourquoi? Parce que quand vous prenez la constitution que nous avons aujourd'hui, c'est un pacte, s'il vous plaît, il faudrait le dire, il faudrait que les gens comprennent normalement. Nous l'avons pourquoi? C'est après que beaucoup d'entre nous aient pris les armes. À son temps, nous avions eu le MLC, nous avions le RCD Goma, nous avions eu le RCD KML, nous avions eu le RCD ceci, nous avions eu beaucoup de groupes armés. Et pendant longtemps, le pays a été divisé comme ça, le gouvernement de Kinshasa aussi de son côté. Il a fallu réunir les énergies et trouver une solution pour que nous puissions gérer le pays de manière consensuelle et accepter ou asseoir la démocratie. 2003 arrivant, nous allons nous retrouver tous à Sun City, en Afrique du Sud. On va se dire qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne peut obtenir le pouvoir par la prise des armes. 2005, le débat sur la Constitution commence. Et 2006, nous aurons la Constitution. Quand vous lisez le préambule de notre Constitution, il est clairement dit: le manque de la légitimité a été à la base des dysfonctionnements de notre État. À partir d'aujourd'hui, à partir du moment où nous avons la Constitution, tout pouvoir proviendra de la Constitution. Mais il est alors très anormal que, à ce jour, les gens prennent les armes pour réclamer la Constitution, pour protester le pouvoir et trouver des justifications dans la Constitution à travers l'article 64. Non, non. L'esprit de l'article 64, ce n'est pas de prendre les armes, mais plutôt de s'opposer de façon démocratique à un pouvoir que vous allez supposer, par exemple, qu'il est allé au-delà de principes aussi démocratiques. Mais cette démocratie en République démocratique du Congo, nous devons également aussi l'apprécier. Au moment où nous échangeons à Goma, c'est une dictature, c'est une imposition. Les gens, personne n'en parle. C'est la façon de gérer, par exemple, Kigali, sinon Rwanda, sous des formes dictatoriales. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui à Goma et dans la partie occupée jusqu'ici par le M23. Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, on a tout suspendu. Il n'y a pas de mouvement des droits de l'homme aujourd'hui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a tout suspendu. Personne n'ose maintenant parler. Il n'y a pas de filimbi, les mouvements, tout ça, on appelle quoi? Les filimbi. Bon. Ces mouvements-là n'existent pas aujourd'hui à Goma. Tout est suspendu. Tu ne peux pas. Personne ne dénonce. On trouve ça normal. Mais nous, quand vous êtes en RDC, nous faisons le libertinage. Dès ce libertinage, nous créons beaucoup de mots qui créent le dysfonctionnement, qui provoquent le dysfonctionnement de notre pays. Le libertinage, oubliant que dans chaque liberté, il y a des restrictions. Dans chaque liberté, il y a de cadres de limites. Lorsqu'on parle de la liberté de la presse, il y a des dispositions également qui encadrent cette liberté de la presse. Parler de la liberté de la presse ne voudrait pas dire parler du libertinage de la presse. Non, je suis désolé. Parler de la liberté d'expression ne voudrait pas dire parler du libertinage de l'expression. Je suis désolé. Ça veut dire, dans la liberté de l'expression, il y a des limites. Là où s'arrête ma liberté, c'est de là que commence celle de l'autre. Nous devons savoir intégrer cela. Même si à travers cette démocratie, elle nous produit des mauvais acteurs souvent. Regardez à l'Assemblée nationale par exemple. Parce que souvent les meilleurs ne sont pas envoyés. Ceux qui ont l'argent savent corrompre la population. Ceux qui savent mentir la population. La conséquence, au lieu que les meilleurs soient élus, et souvent c'est les médiocres qui sont élus, on les envoie à l'Assemblée nationale. Le travail.
Nous avons une question fondamentale aujourd'hui, l'insécurité dans la partie est de notre pays. Bien qu'on ait convoqué la session extraordinaire, mais apprécier la qualité des débats, la qualité des interventions de nos soi-disant élus. Mais ça fait mal. Ça, c'est la démocratie. Et qui nous crée des problèmes? Parce que si on avait des gens compétents, on n'aurait pas de problèmes que nous avons aujourd'hui. Les gens allaient privilégier la nation. Les gens, comme ils voient leurs intérêts, parce qu'ils sont médiocres au départ, malheureusement, au nom de la démocratie. Et voilà, nous sommes dans ce cadre, dans ce contexte aujourd'hui. En tout cas, merci. Parce que je parlais de l'Assemblée nationale, nous restons à l'Assemblée nationale. Et nous faisons cette analyse ensemble, chers membres de la communauté. Bonjour, bonsoir. Je vous aime, chers membres de la communauté. Partout où vous nous suivez, on est ensemble. On est ensemble. Nous n'allons pas vous décevoir. Vous qui êtes en France, vous qui êtes en Belgique, vous qui êtes en Grande-Bretagne, vous qui êtes partout, dans tous les pays de l'Union européenne. Faites la pression et je vous encourage parce que l'élan que vous avez déjà pris là, en tout cas, c'est encourageant. Vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes au Canada, vous qui êtes partout, vous pouvez vous retrouver en Afrique, vous qui êtes en Afrique du Sud, vous qui êtes au Rwanda, même si vous ne saurez pas ouvrir la bouche. Nous qui sommes ici en RDC, partout une fois nous retrouver, nous devons savoir faire des pressions. Il s'agit de notre pays. En tout cas, nous vous aimons beaucoup. Merci. Ça va droit au cœur. On est ensemble. Là où nous avons des limites, n'hésitez pas de nous compléter pour que nous soyons, en tout cas, on ne sera pas parfait, ça c'est vrai, mais au moins que nous soyons à mesure de parler pays normalement. Nous sommes à l'Assemblée nationale. Il y a un propos du président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe, qui dit ceci. Je vais l'analyser, nous allons l'analyser ensemble. Et ce propos m'a poussé à interpeller, voilà pourquoi nous l'analysons. Il dit, l'OTAN n'est pas de notre côté. Il dit, l'OTAN n'est pas de notre côté. Tout en parlant, là il parle de la question de l'Est. Quand on vous parle en langue, je souligne la langue, il faut saisir la gravité de la situation. Nyamibwe, je crois que c'est comme ça, vous m'excuserez si j'ai mal prononcé, est non loin de Yussi. Et là, il parle que les agresseurs, le M23, les Rwandais sont à Nyamibwe. Et c'est non loin de Yussi. Et Yussi, c'est à quelques kilomètres de Katara. Et Katara, c'est à la porte de Bukavu. Et il dit, en fait de compte, évitons de tourner à rond. Nous devons, en tout cas, avancer. Et moi, ces propos m'ont blessé. Pourquoi? Parce que lorsque déjà il dit l'OTAN n'est pas de notre côté, mais l'OTAN est de quel côté? Oui, même si on peut dire il faut s'empresser, nous devons nous empresser, ça c'est vrai. Comme je l'ai dit ici, j'interpellais les députés nationaux à pouvoir prendre conscience. Mais dire que l'OTAN n'est pas de notre côté comme si qui a l'idée comme si ces agresseurs alors avancent librement contre nous. Deuxième expression lorsqu'il dit, quand on vous parle en langue, il faut saisir la gravité de la situation. Mais je ne sais pas s'il a parlé en quelle langue. À l'Assemblée nationale, la langue qui est articulée, c'est le français. La langue officielle. Si vous voulez demander la parole pour parler à l'une de nos 4 langues nationales, on vous l'accorde aussi. Mais dans quelle langue on a parlé cette question de l'Est et que les gens ou les députés n'ont pas su saisir la gravité de la question? Qui ne sait pas saisir la gravité de la question?
Même si ces agresseurs étaient à la porte de Bukavu, parce qu'il dit, Yussi, c'est à quelques kilomètres de Katara. Katara, c'est à la porte de Bukavu. Mais vous ne pouvez pas dire les choses de cette façon. Ça, c'est une façon de décourager la population. Je pense que autant que l'OCSAC interdit beaucoup à pouvoir tenir de tels propos, autant qu'on interdirait aussi au président de l'Assemblée nationale de faire paniquer la population, de faire décourager même nos militaires qui sont au front de cette façon. Si c'est un huis clos, ça passe. Mais ici, ça a été filmé. Non, moi je pense que... Bon, suivons d'abord Vital Kamerhe, que chacun de nous se fasse l'idée. Peut-être que moi j'analyse à tort. Suivons-les. Et je vous ai dit hier que le temps n'était pas de notre côté. Parce que parmi les députés, il y en a qui ne savent même pas où se trouve Minova, Nyabibwe et consorts. Quand on vous dit, on vous parle en langue, il faut saisir la gravité de la situation. Je crois que nos amis du Sud Kivu du Nord qui peuvent vous dire que Nyabibwe est effectivement tombé cette nuit. Ils sont à Iwusi. Iwusi, c'est à quelques milles de Katana. Katana, c'est déjà la ville de Bukavu. C'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que nous allons continuer à tourner en rond ou nous allons donner la matière au président? Vous avez suivi Vital Kamerhe, je pense que chacun de nous a pu se faire l'idée. Moi, ces propos m'ont blessé. C'est un point de vue. C'est déjà demain, à Dar es Salaam, qu'il y aura l'ouverture du sommet conjoint SADC et EAC. Nous vous avons produit les analyses de la fois passée. Et moi, j'ai continué à souhaiter que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, soit présent. De telles discussions, il ne faudrait pas qu'on dise par la suite où on incombe la faute à la République démocratique du Congo du fait d'avoir prié par l'absence. Demain, il y aura les ministères ou les ministres des Affaires étrangères qui vont travailler sur le cahier des charges. Et le samedi, ce sera le tour des présidents de ces deux organisations qui vont se rencontrer. Mais déjà, nous vous avons démontré que nous semblons partir perdants parce que si tout devra se décider par un vote, ceux de EAC sont nombreux que les présidents de la SADC. Je crains, parce que ceux de CAC ne jurent que par des discussions entre la République démocratique du Congo et le M23. Alors que ceux de la SADC veulent que la RDC échange directement avec le Rwanda, qui est considéré comme géniteur, et aujourd'hui, surtout, que le monde entier a fini par comprendre que le M23 n'est qu'une fabrication rwandaise et la présence rwandaise sur le sol congolais, à ce jour, n'est plus à démontrer et ce n'est plus un secret à personne. Alors nous allons attendre le résultat de ces échanges qui auront lieu, bien entendu, comme nous vous avons dit, à Dar es Salaam en Tanzanie. Il y a Jean-Jacques Wondo, un sujet belge de nationalité, mais d'origine congolaise. Un Moutetela Wondo, arrêté ici parce qu'on l'a accusé d'être en intelligence avec des gens qui se sont pointés jusqu'au palais de la nation avec les armes. Visiblement un coup d'État, mais raté. Et on a dit qu'il était en intelligence avec eux. Arrêté, jugé, condamné à la peine de mort, au premier degré et au deuxième degré d'ailleurs. En appel. L'Union européenne et son pays, la Belgique, sont montés au créneau pour demander sa libération immédiate. On a dit immédiate. Il ne faudrait pas traîner. Et la Belgique a rappelé
son ambassadeur. Et un jour après, c'est M. Ondo qui retrouve la liberté. Et il se déplace, à ce jour, il est en Belgique. Une fois en Belgique, reçu par sa famille, ses amis, ses connaissances, aussi par la presse. Mais devant la presse, visiblement abattu, ça c'est vrai, il crache sur notre justice. Suivons M. Ondo. Je suis resté serein dès le début de mon incarcération jusqu'à ce jour parce que je me reconnaissais comme étant innocent. Je n'ai jamais douté de mon innocence malgré le verdict. Donc je me disais tôt ou tard, je serai libre. Le moment n'est pas là pour parler des aspects judiciaires ou juridiques. La condamnation, je peux dire que j'ai été condamné sur papier. Mais je vais me battre jusqu'à ce que je sois réhabilité, car je suis innocent. Ceux qui m'ont connu, j'avais près de 100 kilos. J'en pèse 81. Donc, c'est votre santé va comment maintenant? Il me faut absolument aller voir le médecin parce que j'ai vu les conditions de ma santé se détériorer et je dois absolument voir un cardiologue, voir d'autres médecins. Ces derniers mois, j'ai commencé à saigner. Je pense que j'avais une mission à accomplir pour le Congo et cette mission a été brutalement stoppée parce que je tenais à ce qu'on opère de bonnes réformes des services de renseignement, humanisés, modernisés et professionnalisés. Mais bon, j'ai été victime de certaines choses. On aura le temps d'en parler, mais pour l'instant, permettez-moi de profiter de mes amis, de mes frères, de mes soutiens. Je viens de très loin. Je viens de très loin. Et merci à la presse. Merci à la presse parce que sans vous, vous avez vu ce que nous-mêmes, au niveau de notre conseil, de nos avocats, on a voulu que le procès soit médiatisé même par la chaîne nationale parce que je n'ai rien à me reprocher. Je suis innocent sur toute la ligne, mais chacun a pu se faire une idée sur la justice congolaise. Espérons que avec les réformes en cours, il y aura peut-être quelque chose qui va sortir et j'espère que le président de la République va prendre le taureau en main pour pouvoir peut-être faire quelque chose parce que cette justice-là mérite une bonne réforme. Pour terminer notre émission, il y a une ordonnance qui a été prise par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nommons M. Bérande Kolongele, son ancien directeur de cabinet, comme conseiller spécial en matière de sécurité, en lieu et place de Jean-Louis Essambo, qui, un jour avant, aurait auditionné, en tout cas, le chargé de la maison militaire du chef de l'État. Sur cette question de l'Est, bien entendu. Et 2 jours après, c'est sa suspension, son remplacement. Est-ce que c'est un rapport avec ça? Non, nous ne lions pas cela. Le chef lui-même a su apprécier. Autant, Monsieur le Président, que vous avez pris cette décision, que nous saluons, mais tout en estimant que c'est un peu tardif. Autant que nous vous suggérons de déjà penser, même si les échanges et le dialogue arrivent, peut-être qu'on peut penser à un gouvernement d'union nationale, tout en attendant cela, vous pouvez aussi changer certains ministres. Nous vous avons déjà parlé 1000 fois du ministre des Infrastructures. Si aujourd'hui vous n'avez pas une cotation 100% à Kinshasa, c'est à cause des infrastructures inexistantes. On peut tout dire, il n'y a pas des infrastructures à Kinshasa. Les infrastructures routières, je précise bien, inexistantes. Est-ce qu'il vous a rendu bon service? Non. Très mauvais service. Pourquoi alors il est toujours là? La question que tout le monde se pose. Le ministre de la Défense,
Monsieur le Président de la République, le pays est en guerre. On ne peut pas traîner. Le jour suivant, il faut prendre une décision très rapidement. Mais les décisions viennent toujours tardivement. C'est l'inquiétude de beaucoup de Congolais. Pourquoi ça n'arrive pas jusque-là? Encore qu'il y a une flagrance même dans la manière de présenter les faits. Lorsqu'on pose la question à un ministre, quelle est votre politique de la défense? On fait des copies. On reprend les propos des autres. Ça veut dire lui-même n'a pas la politique de sa défense. Mais comment, à la minute qui suit, il faut chercher celui qui peut avoir maintenant la politique de la défense de notre pays, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous allons dire combien de fois nous commençons même à pleurer parce que ça fait mal. En tout cas, ça me dérange. Qu'est-ce qui fait qu'on prend des décisions un peu tard? Même pour la question du dialogue ici. Qu'est-ce que nous n'avions pas dit à son temps? Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ça n'était pas fait depuis longtemps? Ah mon Dieu. Je disais toujours, Monsieur le Président, quand vous allez dans ces négociations, vous parlez pays, nous aimons. N'allez plus jamais en veste, en chemise blanche, en cravate. Nous avons beaucoup insisté. Pourquoi n'avoir pas fait depuis longtemps, Monsieur le Président? Et voilà maintenant, c'est maintenant que vous faites. Même demain, lorsque vous irez à Dar es Salaam, évitez, ne mettez même pas la cravate, même pas la chemise blanche. Pourquoi nous... Le pays ici ne manque pas de gens capables pour qu'ils soient vos collaborateurs. Combien de fois nous avons même insisté sur la communication. La communication. Que ce soit pour le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. On ne sent pas la gravité de la situation à travers son expression. Nous allons dire combien de fois. Est-ce que pour ça, il faut attendre? Il n'y a pas de modulation, il n'y a pas d'inflexion. Il n'y a pas de gravité dans l'expression. Très, très, très léger, comme un petit enfant qui parle, comme un journaliste qui parle qui présente son journal. Non, à ce jour, il faut des énergies pour bien communiquer. La cellule de la communication, votre propre cellule de la communication, est-ce qu'il est difficile, Monsieur le Président, de vous poser la question, cette cellule fait quoi comme travail? Est-ce que c'est difficile? Difficile de voir maintenant les membres de votre communication. Je ne sais pas s'ils sont au nombre de combien. Je peux imaginer qu'ils peuvent aller au-delà de 30 personnes. Ils font quoi comme travail? Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas facile d'obtenir le pouvoir. Mais lorsque vous avez le pouvoir, il faut bien savoir le gérer plus longtemps possible. Et on peut le gérer plus longtemps possible que par des décisions qui vont dans le sens de mettre tout le monde d'accord, d'imposer une acceptation sur toutes les réalisations que vous faites. Et ces réalisations ne peuvent être connues que par la vulgarisation, la publication. Et cela, bien entendu, à travers le travail que votre équipe de la communication devra faire. Le choix des acteurs, le choix des animateurs, nous avons toujours dit. En tout cas, on posait un problème. Parfois des amis, Monsieur le Président, nous rendent de très mauvais services. Les amis, naturellement, nous rendent beaucoup mauvais services. Les amis. Si on sort du cadre des amis, je crois qu'on peut faire le choix des Congolais capables à pouvoir vous accompagner et atteindre de vrais objectifs. La famille aussi nous tire souvent vers le bas. Ça, j'avais étudié. La famille nous tire souvent vers le bas. Ils vont vous parler au nom de la communauté, au nom de la famille, au nom des oncles, au nom des neveux, au nom des nièces, qui, dans le combat, ils n'ont pas été là quand vous luttiez avec les autres, avec vos collègues, avec vos combattants.
Mais à la prise du pouvoir, ce sont eux qui deviennent des décideurs. Vous devez... Ah non, je ne peux pas dire. Un président, vous devez. C'est toujours bon, monsieur le président, avec beaucoup de respect, d'apprécier aussi cet angle. Cet angle. C'est avec beaucoup de politesse que j'ai bien voulu tenir mon propos de cette façon pour terminer l'émission. Vous dire que attention avec la communauté, attention avec la famille sont les premières couches de la société qui rendent de mauvais services à beaucoup de gens. La méritocratie devrait nous conduire afin qu'on ait à nos côtés que des gens capables à pouvoir accompagner correctement le pouvoir. En tout cas, merci, au revoir et à la prochaine.